peu le truc, ouais. Quand tu viens juste de finir. Là, ça y est, elles ont repris. C'est une ferme qui représente 7 hectares de surface en tout. On est en diversifié, donc on a plusieurs types d'ateliers. On fait que du végétal, de l'agriculture végétale. Et on fait de l'arboriculture, du maraîchage, du chanvre. Et c'est déjà pas mal. Je m'occupe de ce qu'on appelle les vergers diversifiés. Donc on a 2 petites parcelles. Une ici où nous sommes, puis une à côté, composée de cerisiers, figuiers, abricotiers d'un côté et pêchers, pruniers, pommiers, poiriers de l'autre. Moi, du coup, je vais plutôt m'occuper de la partie, on va dire, produits de niche. Donc les produits qui sont en petite quantité, qui sont pas forcément rentables, faire notamment des essais sur des variétés qui peuvent être intéressantes à découvrir. Je sors les mottes avec le râteau pour permettre en fait aux graines de germer le mieux possible, d'être dans les meilleures conditions. Laisser, on va dire, entre guillemets, de la terre douce. Et ensuite je sème et je réenfouis très légèrement, donc toujours avec le râteau, les graines. Et je tasse aussi légèrement pour bien que le contact se fasse avec la terre et qu'une fois que la micro-aspersion sera en route, et que ça parte le plus facilement possible vers le sol. Et aujourd'hui, nous sommes en lune descendante, jour racine. Les mottes, c'est toujours un peu le problème sur des terres lourdes comme ici. Tu risques de pas permettre une bonne germination, quoi. Et là, le choix de la micro-aspersion, ça correspond tout à fait à ça. C'est pas un gros débit et ça permet de maintenir la légèreté du sol. Hein. J'aimerais développer la culture de cacahuètes. Mais là, je me rends compte que ça manque cruellement d'eau. Alors, c'est pas au point, c'est pas au point. Et les artichauts, culture d'artichauts, parce que la Provence, c'est les melons, les artichauts, les fruits. En bio, ce qui est important, c'est quand même de faire des rotations de culture, et notamment pour des fruits très gourmands comme le fraisier et le melon, où c'est 5 ans minimum de repos, enfin de rotation avant de replanter au même endroit. Du coup, il faut quand même pas mal de surface, quoi. Et en l'occurrence, sur les 2 rivières, on fait de la fraise depuis 20 ans. Enfin, évidemment, c'est nos parents qui faisaient ça. Donc c'est un peu notre produit phare aussi. Nous, on a choisi de prendre des variétés qui soient croisées avec la fraise des bois pour avoir ce petit goût en plus, ce qui est super bon. Goût de fraise, quoi. Pas des trucs plein de flotte. Nous, on continue avec mon frère à être sur les pas de, entre guillemets, de nos parents, c'est-à-dire on reprend la ferme, on souhaite continuer à être en bio. Mais du coup, moi, j'ai introduit petit à petit la biodynamie. Aujourd'hui, c'est insecticide et dans quelques jours, il faudra faire le cryptogamique. Ce que tu vois là, j'ai des traces de tavelure. Ça fait ça là. Ça apparaît sur les feuilles, puis après ça va sur les fruits. Et du coup, le fruit se garde plus. C'est ça le problème. Et là, il y a du puceron Centellix. Voilà, j'en ai un peu, ouais, ça commence à... Avec ce temps humide et chaud là, c'est sûr que ça n'arrête jamais. Tout le temps des interventions à faire. C'est des pratiques qui se font beaucoup au Canada, mettre plusieurs diversités de fruits dans le même verger pour troubler, on va dire, les ravageurs. C'est comme les virus, hein. Ils s'adaptent.
Du coup, si tu leur sers toujours la même sauce, ben, ça va marcher partiellement jusqu'au jour où ça marche plus. Et nous, on est un peu exposé à ça avec le soufre et le cuivre, c'est que ça a pris largement sa limite. Et je ne parle même pas du côté écologique. On a une mine de pharmacie, de plantes, qu'on ne sait même pas utiliser, on ne sait plus. C'est quand même bête. C'est valable pour nous, hein, d'ailleurs. Après l'ortie qu'on soude, quand tu as ces 3 plantes, tu as tout. Tu fais les cryptos et les ravageurs. Du coup, tu as tout. C'est la base. C'est la base de la pharmacopée, on va dire, bio. La vraie bio. Pas celle qui va exploiter les mines. Ma vision de l'agriculture pendant longtemps, c'était pas la joie. Je dis ça, mais en même temps, j'ai eu plein de moments dont je me rappelle, où je partais, où j'étais même en demande en fait, hein, d'aller avec mon père, lui filer des coups de main. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je voyais pas mes parents, je ne les voyais pas. Il a fallu quand même un peu un modèle à l'ancienne, quoi, hein. C'est l'aîné qui s'occupe des petits. Et du coup, c'est quelque chose qui a été assez difficile, même si j'étais absolument ravie qu'il soit là. Par la force des choses, que nos parents aient eu aussi beaucoup de besoin de coups de main, de soutien, j'y suis allée, puis à force d'y aller, ça m'a donné le goût, quoi. Mon enfance, c'est cité banlieusarde, HLM. Ce qui m'a assez vite, avec des copains, viré écolo. Genre, je vais avoir 17-18 ans, quoi. Les débuts de Charlie Hebdo et le premier journal écolo, La Gueule Ouverte. Au bout d'un moment de galère de banlieusard, j'en ai eu ras-le-bol. L'hiver, j'ai commencé à bosser au champ, à ramasser les carottes. Et puis là, petit à petit, j'ai bossé à droite à gauche avec Mireille. On a fait tous les deux, on a fait les saisons pendant 5 ans. Le seul truc que je voulais, c'était habiter à la campagne et je voulais travailler à la terre. Moi, quand j'étais à l'école, j'aimais pas l'école, donc et puis j'avais des instits qui m'aidaient pas trop et qui disaient de toute façon tu feras rien de ta vie, tu iras ramasser les carottes. Et ben oui, je le dis, aujourd'hui je ramasse les carottes. On arrive vraiment à une période de plus en plus propice où les clients, les gens nous soutiennent, ils veulent qu'on s'en sorte, ils veulent manger mieux, ils veulent être en meilleure santé, ils comptent sur nous en fait pour les approvisionner en nourriture, quoi, saine, de qualité, etc. Et je pense que c'est la force des choses qui a fait que petit à petit envie d'y aller quand même. Voilà, donc j'ai eu un intermède où je suis partie travailler parce que j'avais pas possibilité de me salarier ici. Et je suis partie travailler plein de fois comme ça. Et j'ai été pendant 10 ans, j'ai accompagné des personnes autistes. Et pendant 5 ans, j'ai fait monitrice d'atelier. Donc j'étais aussi dans l'agriculture où je m'occupais, j'étais responsable maraîchage. Et puis je faisais aussi l'oléiculture et de la viticulture. C'était super intéressant, humainement très riche. Mais voilà, je me suis retrouvée confrontée à quelque chose qui s'appelle l'institution. Et j'ai vraiment pas supporté. Et du coup, je me suis dit, tant pis, je m'installe à mon compte, en fait. Le choix était vu. J'ai préféré démissionner et lâcher un salaire fixe plutôt que de continuer pour moi en tout cas, à supporter ce qui se passait là-bas. Et je me suis formée. Je suis partie à l'école. Et je le dis officiellement, c'est la dernière fois que je vais à l'école. J'ai validé mon BPREA, j'ai pris orientation arboriculture. Parce qu'en fait, ça m'intéresse vraiment les arbres. Le rapport en fait à l'arbre, pour moi, est très
est beaucoup plus intéressant que le maraîchage, même si c'est toujours satisfaisant de faire pousser quelle que soit la plante. Mais l'arboriculture, c'est particulier. Et du coup, on a des arbres fruitiers ici. Il faut bien apprendre aussi à les mener. Le ramassage des cerises, c'est un peu particulier. Faut être assez avoir une bonne dextérité, quoi. Parce que, sinon, on peut vite casser les porteurs. Et si on casse ce qu'on appelle les porteurs, ce qui porte le fruit en fait, il y aura plus de floraison l'année suivante. Sur toutes les cueillettes que j'ai pu faire, la cerise pour moi c'est le plus compliqué. Elles sont bonnes. Le feuillage est joli aussi, ça va. Franchement ça me fait plaisir. La biodynamie, c'est l'homéopathie, c'est la base. Au même titre qu'on se soigne, on fait des choix médicaux pour soi, en fait, tu fais la même chose pour tes plantes. Et en fait, le constat que je faisais ici, c'est que notre père travaillait toujours de la même façon. Et en fait, les arbres faiblissent, quoi. Et c'est du pommier sauvage, greffé sur golden. C'est un pommier qui pousse tout au fond là-bas à côté des poiriers. Un bel arbre, hein. Il a un énorme tronc. À mon avis, il doit avoir 50 ans tranquille. Hein. Et il fait des pommes qui sont excellentes. Donc le profil de la pomme en commercialisation, c'est rouge, croquant, juteux, sucré. Tu vois. Mais rouge, c'est important. Comme je disais, les consommateurs sont traumatisés par de la pomme bourrée à l'azote, pas bonne, qui se garde pas. Et du coup, toi, t'arrives avec tes golden bio, et du coup, ça les intéresse même pas, quoi. Après, ceux qui ont osé franchir le pas, ils sont revenus nous voir en me disant « Ah, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la golden de supermarché. » Mais tu vois, c'est pas la majorité des gens. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre des greffons de pommiers sauvages. Et voir si j'arrive à obtenir des vraies pommes. Avec les critères qu'il faut. Ça, c'est de la super bonne pomme, variété ancienne. Et tu vois, il y en a plein là qui arrivent. Ça fait de la grosse pomme rouge comme dans Blanche-Neige. Rouge pourpre. Et elle est vraiment très bonne aussi. On ne peut pas faire d'agriculture biologique sans parler de prophylaxie. Ça ne sert à rien. Le curatif marche très peu. Mais ça veut dire que pour ça, il faut être disponible. Et être disponible, ça veut dire continuer à observer tout le temps, qu'il n'y ait pas de débordement, que ça se tienne. Et du coup, ouais, forcément, ça c'est une pratique en fait qui n'est pas nouvelle dans la tête de nos parents parce qu'ils avaient aussi envie de s'orienter là-dessus. Par contre, ils n'ont pas réussi à le faire parce que trop la tête dans le guidon. Une bonne chose de faite. Je vais chercher les graines. Et mettre l'eau surtout. Là, c'est une année un peu compliquée climatiquement. On a eu des inondations cet hiver, de l'eau à gogo, pas de froid.
On a eu du gel au mois de mars alors que les arbres étaient en fleurs. Rebelote la pluie au printemps. Je suis assez contente parce que j'ai passé tout l'hiver du coup à utiliser de l'argile pour la taille, pour ce qu'on appelle les plaies de taille. Hein. Donc à chaque fois qu'on coupe des branches un peu grosses, on aide à cicatriser. Quand il y a eu le gel, je suis intervenue, j'ai appliqué de la reine des prés parce que j'avais pas de valériane. Et vraiment, c'était pas mal parce qu'en fait, la reine des prés a des vertus anti-stress. Et là, j'ai mis en préparation donc un macérat, un purin, conçu d'ortie avec du petit lait dedans et que je fais fermenter pendant quelques jours. Et quand c'est prêt et que les orages seront passés, en application sur les feuilles dès le matin, au petit-déj. Voilà. Donc là, j'ai environ 5 litres de préparation. Je traite un demi-hectare. Et voilà. Le romarin, en fait, il a pour utilité d'être répulsif contre les insectes. Donc c'est pareil, il faut toujours utiliser en prophylaxie. Il ne faut pas attendre que les insectes soient là. Il faut les utiliser en amont, une fois par mois en moyenne. Une fois par mois, de toute façon, il faut faire un coup insecticide, un coup engrais, donc NPK, orticonsoude, etc. Une fois par mois de la prêle avec du petit lait peut-être pour le sol. Voilà, une fois par mois en fait, faut être hyper rigoureux là-dessus et utiliser des plantes tant qu'à faire de bonne qualité. Et hier j'ai fait un stock de ramassage de sarriette avec la prêle, trop bien. J'ai ramassé 2 kilos je pense. Notre mère part à la retraite et du coup on est en pleine période de transmission. Et en fait une transmission ça se fait pas facilement. Je pense que vraiment ils vont y arriver quoi. Puis de toute façon nous on a envie qu'ils y arrivent aussi. Hein. Parce que franchement, moi déjà dans l'état que je suis, je peux plus rien foutre. Donc qu'est-ce que tu veux de mieux? Et quoi? Et la moitié qui commence à prendre de l'âge aussi et qui en a un peu ras-le-bol. Ah oui, non mais c'est les sûr, choses de la vie. Hein, fatigue depuis l'âge de 17 ans dans les champs, tu vois, ça va. Puis on a trimé nous. Hein. Et on a eu des soucis, on a trimé comme des... C'est pas un travail de bureaucrate, tu vois. Ça n'a rien à voir. Nous, putain, quand je les regarde faire, bon, c'est vrai qu'après, c'est mon... Ils ont raison d'un côté, mais moi, franchement, quand je les regarde faire, pour moi, c'est des rigolos. Hein. Parce que moi, quand j'avais l'orage, j'ai démonté les montagnes. Hein. Ouais. Des rigolos quoi, des amateurs. Ouais, c'est ça. C'est frustrant quoi. C'est frustrant. S'entendre dire des trucs pareils. Enfin, faut remettre les choses dans leur contexte. Les parents, quand ils sont arrivés ici, parisiens, des hippies qui débarquent dans les années 70 en Provence, ils ont été confrontés aux agriculteurs locaux, on va dire. Donc s'installer en tant que paysans en bio, c'était pas une évidence comme nous à cette époque en fait. Et c'est vrai qu'on les a pas aidés, pas du tout, donc ils se sont formés depuis le début. On est autodidacte, tu vois. Oui. On a fait des conneries, on s'est amélioré. Ah, putain, voilà. Des conneries, je peux te dire qu'on en a fait quoi. On a eu notre quota aussi. C'est vrai que nous maintenant on arrive, on reprend la ferme, donc il y a déjà tout le matériel, il y a énormément de connaissances accumulées. Donc c'est vrai que c'est plus simple pour nous de trouver des circuits de distribution. Par contre derrière, le travail d'agriculteur devient de plus en plus compliqué.
avec tous les problèmes, le changement climatique, la mondialisation qui a importé énormément de parasites, de champignons, tout ça. Une demande de clientèle plus exigeante aussi. Parce qu'ils veulent pas se contenter de la vulgaire courgette déformée, l'aubergine avec des trous, c'est inadmissible. Ouais. Pourtant, Carrefour a fait toute une pub sur les légumes déformés. Hein. Ouais. Mais ça vaut que pour les tomates, qui ne sont même pas des vraies variétés anciennes en plus. Forcément, tout ce qui est nouveau, ça fait peur. Et moi, j'arrive et je dis non, moi de toute façon, je veux faire de la biodynamie. Le cuivre et le soufre, ça se fait plus, c'est fini. Arrêtez le tracteur. Bon, voilà, c'est beaucoup de choses. Même moi, je me dépasse moi-même. Ça a été un gros sujet de débat, de questionnement. Jusqu'où elle a raison en fait, hein, c'est un peu ça. On est dans un groupe, on est dans un clan familial et puis qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? No F1. Voilà. Moi je dis. Il y a bien des fois où ça nous arrange, mais tant qu'on peut éviter. Donc 2 petites graines par trou. Mais je vois pas l'eau venir, ça m'énerve. Normalement, une fois que l'arrosage est fini, je coupe les robinets sur un semis comme ça. J'attends que ça lève et j'arrose plus jusqu'à la levée pour éviter que ça pourrisse. Parce que ça aussi, je me suis bien fait couillonner là-dessus. Voilà, faire trop de choses. Pas trop d'eau. Juste bien au moment de la mise en place. Et après, il faut laisser faire. L'agriculture, pour moi, c'est vraiment une façon de s'implanter. Fait les racines. Pour moi, c'est un mode de vie en fait. Et l'agriculture paysanne particulièrement. Tu fais un maximum toi, tu vis en autarcie, tu manges ce que tu produis, ce que tous les agriculteurs de ce monde ne peuvent pas dire. Pour moi, c'est une grande fierté de se dire j'ai le savoir, j'ai la connaissance pour pouvoir m'autosuffire, pour pouvoir aussi transmettre. Parce que pour moi, vendre, c'est pas juste un business, c'est aussi tous les échanges qu'on a avec les clients, les fournisseurs, quels qu'ils soient. Enfin, c'est vivant. Alors forcément, on aime, enfin moi j'aime en tout cas échanger là-dessus. C'est de l'humain, c'est de la vie, quoi, vraiment dans tout ce que ça inclut. Donc pour moi, c'est assez complet. Il y a un vrai soutien envers nous, donc c'est super et c'est encourageant. On veut arriver à combler tout ça, à combler cet engouement, à combler aussi en tant que consommateur, ce qu'on aimerait trouver dans nos assiettes aussi. Ce sera ça ou rien. C'est tout. Et donc ça met la pression, hein, forcément. On met la barre haute. Mais ça manque, on a besoin de ça. Pour moi, l'agriculture, c'est aussi le lien aux autres, le rapport au vivant. Et qu'est-ce qui va pas de nos jours? C'est aussi la relation à l'autre. On veut aussi le meilleur dans la relation à l'autre. Effectivement, c'est ça ou rien, quoi. Je veux dire, on est tous en train de mourir. Prématurément, je veux dire. Entre la déconnexion, toutes ces ondes qui nous mitraillent à longueur de journée, cette pub qui nous pollue la tête. Il y a un moment donné, waouh, stop! Non, c'est quoi la gastronomie? C'est quoi le meilleur? C'est quoi? Moi, je suis effarée de constater qu'un restaurant gastronomique ne consomme pas automatiquement bio. C'est hallucinant. Faut remettre du sens à tout ça. Là, on est en train de perdre pied total, donc c'est sûr qu'on se raccroche. On se raccroche à ça, on en a besoin. C'est une question de vie ou de mort.
Ça, c'est un sauval. C'est des insectes aussi, comme ça. Regarde comme c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Soyons heureux. Et il faut qu'on y arrive. Donc chacun chacun sa façon. Moi c'est la terre, d'autres des films. Du choix, il y en a. Hein. Pas besoin de. Enfin, on n'a pas tous la fibre et la possibilité d'être agriculteur. Et heureusement, c'est pas une fin en soi. Et les gens, ils pèteraient un plomb de toute façon. Trop dur, trop dur. Et puis, on a un truc maintenant qui s'appelle le réchauffement climatique. Alors ça, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, ça pose forcément des tonnes de questions. Et en tant qu'agriculteur, bah, nous, en plus, on travaille plein champ. On fait le choix de ne pas mettre de serre parce qu'on veut que les plantes, elles soient dehors, elles ne soient pas confinées, justement. Voilà, on veut suivre un peu les saisons, on veut être au plus proche, en fait, d'un rythme naturel des plantes. Et puis il y a le réchauffement climatique, quoi. À un moment donné, tu dis bon, est-ce qu'on ne sera pas obligé, comme à New York, qu'il n'y a plus un espace où planter des salades, et ben, d'avoir des laboratoires de salades bio sous engrais chimiques. Et c'est du bio, hein. C'est vendu tel quel. En salade bio, les trucs, ils voient jamais la lumière naturelle, ils ont jamais connu la vraie terre. Ils ont poussé dans des substrats liquides toute leur vie pour finir dans un sachet plastique. Mais en même temps, il n'y a pas la terre. Alors les gens, ils font quoi? Ils cultivent sur les toits. C'est pas mal, hein. Je trouve ça intéressant comme concept. Mais... Enfin... Tu plantes pas des arbres sur les toits, hein. Faut sauver la terre, hein. Faut la sauver. Parce que c'est se sauver nous-mêmes, en fait, hein. Voilà ce que j'ai à dire dans mes doutes. Il y a plein de doutes.